au beau milieu des Caraïbes. La partie française de l'île de Saint-Martin, eau transparente, 30 degrés en moyenne, un paradis pour les touristes. Problème, l'île héberge une population très pauvre, chez laquelle le crack fait des ravages. Équipé d'une caméra discrète, nous avons voulu savoir s'il était facile de se procurer des drogues. Derrière cette maison, en quelques secondes, le contact est pris. Cet homme nous propose de la cocaïne. Il nous demande de le suivre dans une maison voisine. Ici, on trouve de la cocaïne et son dérivé, le crack, à des prix défiant toute concurrence. Le caillou de crack est à 5 €, c'est 4 fois moins cher qu'en métropole. Et ici, les dealers aiment prendre soin de leur clientèle. À droite du dealer, nous croisons deux personnes assises sur une banquette. Elles sont en train de fumer du crack avec une pipe artisanale. Visiblement, les dealers ont aménagé un espace pour que leurs clients consomment directement sur place. Une véritable maison à crack, ouverte tous les jours, sans interruption. À la caserne de gendarmerie, Jean-Philippe, chef de la brigade de recherche, et son équipe enquêtent depuis plusieurs semaines pour démanteler ce trafic en plein quartier touristique. C'est un supposé trafic de stupéfiants qui prend place sur la rue Lowtown. Donc c'est une rue qui part de Marigot en direction du côté hollandais, qui est située au bord de la marina. On s'est aperçu effectivement que très rapidement les consommations de crack étaient avérées par plusieurs individus qui viennent régulièrement sur ce parking. Vulgairement, on appelle ça le parking des craqués. Ce parking, au bord de la marina, est un lieu de consommation à ciel ouvert. À ce stade de l'enquête, les gendarmes n'ont pas encore tous les éléments pour prouver le trafic. Ce qu'il nous faut, c'est d'une part essayer d'identifier les individus qui sont sur cette zone de stationnement, mais au-delà de ça, de savoir d'où vient le produit. On a des soupçons sur une ou plusieurs maisons dans ce lotissement-là. Donc très difficile d'accès. Pourquoi? C'est toutes des petites artères, des petites ruelles, des petites impasses. C'est un vrai petit labyrinthe. C'est une spécificité à Saint-Martin, les maisons sont imbriquées les unes dans les autres. Difficile pour les gendarmes d'identifier le point de deal et les trafiquants. Le lendemain matin, Jean-Philippe et ses collègues décident de mettre en place des surveillances discrètes. Une partie de l'équipe part à bord d'une voiture banalisée. Au niveau en discrétion, surtout être le moins visible possible pour assurer la plus grande des surprises en cas d'interpellation. Mais sur une île où la partie française est 2 fois plus petite que Paris, difficile pour les gendarmes de passer inaperçus. Fais gaffe. Ouais, là par contre, c'est un bon méchant. Pas trop. Il t'a reconnu? Moi, il m'a jamais vu, mais ouais. il a bien regardé. On se connaît presque tous. Ça se croise, ça. Il faut prendre encore plus de précautions. À quelques kilomètres de là, Jean-Philippe préfère miser sur la discrétion, en se rendant sur son point de surveillance à pied et dans un look passe-partout. L'étiquette correspond au produit, on est dans une zone touristique. On est dans une zone où effectivement le gendarme en tenue tire l'œil. Ça peut donner le port de la casquette, ça peut donner la paire de lunettes de soleil. Tous ces éléments qui ne vont pas attirer l'œil et qui vont nous faire fondre dans le paysage au maximum pour la réussite de l'opération. Jean-Philippe a repéré il y a quelques jours un immeuble avec un point de vue en hauteur, juste en face de la zone de trafic de drogue. Mais pour y accéder, il faut faire un peu d'escalade. En fait, c'est un grenier d'une habitation. Cette habitation, c'est une résidence, il n'y a pas vraiment de la résidence. Et en fait, ce grenier a une lucarne qui donne une vue panoramique sur le parking visé et craqué. Il faut se resservir de l'échelle, la remettre en place. Pouvoir faire quelques photographies correctes. D'ici, Jean-Philippe peut observer le parking et cette maison grise qu'il soupçonne d'être le point de vente de la drogue. Les enquêteurs vont tenter d'obtenir des preuves visuelles du trafic en photographiant les allées et venues des clients depuis plusieurs points de vue. On est 6, donc on a 2 militaires qui sont placés en observation-surveillance sur un hôtel désaffecté qui est au fond de la rue, donc une vue globale de la rue Lowtown. On a un militaire qui couvre la zone pour prendre en filature. On a 2 autres militaires qui sont eux en tenue et qui procèdent au contrôle sur un périmètre assez large.
et moi qui suis ici. On espère que la pêche va mordre. À une centaine de mètres de là, C'est bon, on est tous ensemble dans le perchoir. ces deux gendarmes remarquent de l'activité. Il est 7 h du matin et les consommateurs défilent déjà au pied des habitations. J'avais l'impression que c'est devenu une banalité, c'est un truc de fou. Hein. T'as ton supermarché à crack à côté de là où tu dors. Si tu veux refaire une île, de toute manière, il faut aussi enlever les fléaux qui la touchent. Hein. Le stup facile comme ça, c'est un fléau de dingue. De son côté, Jean-Philippe repère alors une personne qu'il suspecte depuis des semaines d'être un client. Le mec en bleu ciel, il est rentré à gauche. Il demande à un de ses collègues, en planque dans la rue, de le prendre en filature. Alors, il faut que tu me contrôles. Un individu qui est sur la marina, c'est un t-shirt bleu, rayé et blanc. C'est un individu qui a peut-être 40 ans. Tu le vois, il est là? Voici l'homme qui intéresse les enquêteurs. À peine sorti de la maison, il consomme aussitôt du crack à l'aide d'une pipe sous les yeux du gendarme. Et lui, il consomme aussi devant toi? C'est une pipe à crack améliorée, c'est artisanal. Ouais, mais il n'y a pas de souci. Donc ça, note bien ton heure de consommation. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a un premier individu. Donc, il fait sa consommation devant un des enquêteurs, qui le constate à 8h04. Donc, à partir de là, c'est un délit. Et on a un basculement de cadre juridique qui peut être probant. Faire la chasse aux consommateurs est un moyen pour les gendarmes d'essayer de détruire le point de deal. L'homme pris en flagrant délit déclenche l'intervention. On peut se mettre en place et procéder à l'intervention. Et ben on s'équipe et puis le temps que le pays arrive, on sera là. À de suite. On n'a plus qu'à se souhaiter bonne chance pour trouver maintenant de la matière. L'adrénaline qui commence à monter. Alcool, cannabis ou encore cocaïne, la consommation des substances récréatives connaît une forte hausse sur tout le territoire français. En 2021, l'INSEE estime notamment le marché des stupéfiants à 4,2 milliards d'euros, soit une hausse de 7% par rapport à 2019. Ça pousse très vite, disons que ça facilite le business. Dealers, choufs, hommes de main ou gérants, on estime que 21 000 personnes tirent leurs revenus du commerce de substances illicites. Des quartiers entiers seraient même tombés sous la coupe des dealers. Il y a un guetteur qui est sur la place, qui zone tout le côté, qui empêche, qui signale notre arrivée, tout est quadrillé. À Perpignan, nous avons suivi Ali de la police municipale. Mais reste là, reste là, c'est pas parti. reste là, t'as voulu partir. De toute façon, là, mon père il va arriver, la montée bouge pas. Avec mon père il va arriver, la montée bouge pas. Ah, parce que vous pensez que c'est vous qui avez décidé en plus. En première ligne face au trafic qui se déroule dans le quartier Saint-Jacques, en plein centre-ville. Et vous le verrez, le policier a fort à faire dans sa ville. On a fait une petite reco, donc il y a un barrage de pneus et donc on va préparer une opération pour venir ici. Mais la consommation de substances récréatives a d'autres conséquences. Agression ou encore bagarre. Un mec il est venu, je me suis un peu défendu et puis voilà. Mais aussi accident de la route, où la consommation d'alcool à l'excès rend également certains conducteurs extrêmement dangereux. Le problème de ce monsieur là, c'est qu'il tombe en arrêt cardiaque. Avec de la cocaïne. De jour comme de nuit, nous avons suivi le combat quotidien des forces de l'ordre contre les vendeurs et les usagers de substances illicites. Sur place, le peloton d'intervention de la gendarmerie boucle toute la zone d'habitation. Cette unité est spécialisée dans les opérations sensibles. Dès la vue des gendarmes, la tension monte. Cette femme habite la maison suspectée d'abriter le trafic de drogue. Elle se montre agressive. Les enquêteurs soupçonnent qu'elle soit sous l'emprise de stupéfiants. Pour cette autre femme, impassible et inerte, cela fait moins de doute. Elle est en train de mourir sur sa chaise. Elle est défoncée. Ah, il est foncé. Les gendarmes du peloton d'intervention se retrouvent confrontés à un problème. Là, au milieu, là. Ils réalisent que la maison en question est en fait traversée par plusieurs autres habitations. C'est un véritable labyrinthe. Il faut faire vite pour empêcher d'éventuelles fuites tout autour du lotissement. Tout est emboîté, c'est compliqué, on peut y accéder de n'importe quel côté. Je vais repasser de l'extérieur, mais on va attendre des résultats. C'est alors que dans une des habitations, les gendarmes tombent nez à nez avec un jeune homme. Un enquêteur le contrôle aussitôt. Il veut savoir si c'est bien lui le dealer. T'habites là? Ok. T'as une pièce d'identité?
L'homme a des papiers, mais ne parle pas très bien la langue française. T'as de la drogue ou des trucs chez toi? De la weed ou de la... Est-ce que t'as du stupéfiant, t'en as ou pas? De la drogue. Un petit peu de ça. Attends, on regardera après. On va aller chercher le chien, on attend là. L'homme précise qu'il aurait du cannabis en très faible quantité. Un chien renifleur va fouiller toutes les coursives de la maison. Au bout de quelques minutes, la fouille est positive. Les plants de cannabis de l'autre côté. Ok, bon, ça c'est bien. Les plants de cannabis. Aucune trace de crack pour le moment. Mais les gendarmes ne s'attendaient pas à découvrir une telle plantation de cannabis. Alors là, on a découvert des pieds de cannabis dans un jardin. C'est bon? Combien? Ouais, une petite quinzaine, il doit y avoir. Une quinzaine. Ouais, c'est un peu chaud là, faut commencer à monter un peu en pression. Et c'est loin d'être fini. D'autres plants de cannabis défilent encore. Échaudée par la découverte des gendarmes, la femme se montre de nouveau violente. Les gendarmes tentent de calmer la situation. L'homme qu'ils soupçonnent d'être un trafiquant serait en fait son frère. Ils habiteraient ensemble. À la fin de la perquisition, les enquêteurs finissent par trouver chez eux le produit qu'ils recherchaient. On va faire les analyses, mais je pense que ça doit être des petits cailloux de crack avec de la cocaïne. Le trafiquant présumé est emmené à la brigade pour être placé en garde à vue. Jean-Philippe est satisfait, malgré le contexte difficile de la perquisition. Celle-ci est compliquée parce qu'on est sur un quartier, on est sur du ruelle, on est sur des petites impasses, avec des familles qui vivent dans des situations un petit peu précaires. En tout cas, ça s'est très bien passé. D'une part, par le produit découvert, qui était le produit recherché et qui faisait l'ouverture de nos investigations, c'est-à-dire de la blanche, cocaïne ou crack. Et puis une plantation de cannabis qui est quand même assez importante. Donc voilà, un individu placé en garde à vue. Faut attendre 24 heures. De retour à la brigade, les enquêteurs comptabilisent au total plus de 60 plants. Sur l'île, avoir une ferme de cannabis à domicile est facile et ne coûte pas cher par rapport à la métropole. C'est gagnant-gagnant comme opération. À part un peu de terreau, un peu d'eau, et il n'y a pas besoin d'éclairage UV, il n'y a pas besoin d'humidificateur. Là, il n'y a absolument rien. C'est à l'air libre, on a l'eau, on a le soleil, donc ça pousse très vite. Disons que ça facilite le business. 60 plants de cannabis rapporteraient environ 35 000 € chaque année. Au domicile du prévenu, les gendarmes ont également trouvé 3 000 € en petites coupures. Mais lors des auditions, le jeune homme nie que l'argent provienne du trafic de stupéfiants. L'argent lui aurait été remis par sa mère qui aurait perçu des loyers d'appartements et qui ne sont pas forcément en rapport à ce qu'on a ici. C'est des reçus qui sont faits sur des petites planches papier. Un simple achat d'un petit carnet de quittances de loyer qu'on trouve chez le Chinois pour 3 $ et qu'on remplit à la main sans vérification, quoi. L'homme sera convoqué par le tribunal. Il risque jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Le point de deal autour de la marina est détruit. Mais Jean-Philippe sait qu'un autre le remplacera. Le trafic va certainement bouger dans les quelques jours, ça perdurera, ça on le sait très bien. C'est le jeu du chat et de la souris. C'est quand même des gens qui vivent dans des conditions d'hygiène difficiles. Et puis la misère sociale qui peut s'insérer aussi dans ces petits quartiers. Chômage, pauvreté, ghettoisation, des mots qui ne touchent pas seulement les outre-mer françaises, mais également de grandes villes de métropole comme Perpignan. Au petit matin, au QG de la police municipale de Perpignan, Ali, 38 ans, débute son service. Matinal. Ça va, crèche de bon matin, ça va? Là, il est 5h25. On se prépare pour sortir sur le terrain. Donc là, on s'habille. Salut. Salut. Ça va? Ali prépare son arme de poing. En 2015, face à la menace terroriste, la police municipale de Perpignan a été la première à être équipée d'armes automatiques. Mais aussi d'une caméra piéton dernier cri, un outil indispensable capable de filmer en permanence. Souvent, on arrive devant l'officier de police judiciaire. Quand on lui dit la scène a été entièrement filmée, la personne a perdu son sang-froid, a pété les plombs. En fait, tout est enregistré. Donc, du coup, ça corrobore bien notre rapport qu'on remet à l'OPJ en même temps que l'individu. Une fois que c'est filmé, ils ne peuvent plus revenir sur les faits, c'est fait. Très belle arme. La caméra piéton est une très belle arme. Donc, je pense qu'elle servira beaucoup plus
que toutes les autres parce que ça permet justement sur la voie publique de se faire écouter et entendre, surtout ça. Et Alice sait de quoi il parle. Cet ancien militaire de carrière a passé plus de 10 ans dans l'armée de terre. Une expérience utile dans la 6e ville la plus dangereuse de France. J'ai fait le choix de servir ma ville, la ville qui m'a vu naître et dans laquelle j'ai grandi. 6 heures, c'est l'heure du briefing quotidien. L'ambiance est bonne, mais la mission qui attend Ali et ses coéquipiers est délicate. Bonjour à tous, on fait le point là, rapidos, avant que l'équipage s'en aille. Dans leur collimateur, le quartier du Vernet. Cet ancien bidonville, au nord de Perpignan, est devenu la plaque tournante du trafic de drogue. Un lieu dangereux où les caméras ne sont pas les bienvenues. Nous avons pourtant réussi à filmer le plus gros point de deal de ce quartier, la cité El Vives. Tu es 100 € de bonne ? Ici se trouve un véritable supermarché de la drogue. Merci toi aussi mon pote. Et pour protéger le deal, la place a été fortifiée. Ben là, on fait un barrage. Un barrage pour la police quand ils viennent. Pour pas qu'ils passent. Comme ça, ils ont le temps de partir, les jeunes, un peu. Un barrage pour filtrer les entrées, mais aussi des guetteurs pour prévenir de l'arrivée de la police. Ici, ce sont des guetteuses, on les appelle les choufs. Moi, je suis chouf. J'écris le aha. Aha, c'est quand la police elle arrive. C'est un slogan, quoi. Aha et à la police, ben, ça les prévient, quoi. Ils ont le temps de s'échapper. La journée, je suis là. Chaque jour, dès 9 h, cette jeune femme que nous appellerons Sonia campe au pied de cet immeuble, au milieu des enfants. Je me pose ça ici. Et je regarde là-bas en face. Dès qu'une voiture de police elle arrive, que ce soit la BAC ou la municipale, je crie. Voilà, tout simplement. Une activité qui rapporte gros. Je peux prendre 50, comme 70, comme 100, comme 150. Voilà. Oui, 7 jours sur 7 7 jours sur 7. Et pourtant, il y a un an encore, Sonia avait un emploi légal. Je travaille à Saint-Charles, les fruits et légumes, et pendant un moment, ça a arrêté. Ils nous ont dit à cause de la crise, mais c'est pour ça qu'on ne vous appelle pas en fait. À cause du coronavirus, on n'appelle personne. Ils gardent les personnes qui sont en CDI déjà. Ils ne prennent pas les intérimaires. Après, j'ai postulé partout, après voilà. D'après elle, leur présence serait même utile au quartier. On ne dérange pas les voisins. Et on fait du social, quoi. C'est-à-dire, dès qu'ils arrivent avec des courses ou quoi, ben on est là, on les aide. Plein de choses. S'ils ont un besoin de... N'importe quoi, les jeunes, on est là. Elle a acheté quelque chose, ben on les ramène. Plusieurs choses. Si les dealers prennent autant de précautions, c'est qu'ils ont ouvert une véritable boutique. Avec son enseigne peinte, sa marchandise et même un bar improvisé, tout est fait pour attirer les clients. C'est cool, t'as vu, si tu vas acheter, t'as une petite canne gratuite à soif. En plus, souvent, il y en a qui viennent à pied. En plus, il fait chaud. Franchement, une canette. Ça, c'est des petits grinders de poche. C'est cadeau aussi pour les clients, parce que j'achète la weed. Il y a des feuilles cadeaux, il y a des cigarettes, il y a un peu de tout. On donne des si aussi, c'est des bangos, c'est comme des goals, quoi. Quand un client il vient acheter, s'il prend par exemple un 20 €, eh ben, il prend les dés, il les jette. S'il fait 5 x 5, eh ben, il prend 20 € offert. À peine le temps de tout installer que les premiers acheteurs affluent déjà. Et moi, Dieu. C'est bon, ça. Si tu veux, là, maintenant, tu prends les dés, frérot, tu les lances, tu fais 5 x 5, ben, t'as un 10 € offert. Ouais, moi je veux de la substance. On a fait trop loin. Pas loin. Vous êtes content du service? Hein? Impeccable. Deux capsules. Et pour attirer encore plus de clients, À partir de 10 grammes, ça veut dire 10 les dealers ont un plan de communication sur les réseaux sociaux. Ici, il y a le code Snap. Ici, il y a la marque, là, en gros, la variété de la bœuf. Amnesia Suprême. Ici, il y a le nom de notre coffee. Coffee LVS 2. Il y a le pourcentage de THC, il y a le prix. Nous, on est un peu inspiré de la Californie, l'Hollande, tout ce qui vient un pays de fumeurs, quoi. Voilà, ça, c'est les menus, en gros. La boutique a pignon sur rue. Et pour ceux qui se perdraient, les informations sont aussi accessibles sur les réseaux sociaux. Ça, c'est le chemin, en fait, des CRS jusqu'à ici.
Ça, c'est le chemin, on indique les chemins pour arriver à bon port. Pour donner aux consommateurs l'impression qu'ils font leurs courses comme dans n'importe quel autre magasin, ces délinquants agissent comme des chefs d'entreprise. On nous donne des cadeaux aux gens qui viennent nous acheter. On leur parle comme si c'était nos amis. Aucun drogue dure ici, il n'y a que du shit et de la bœuf. Et ça fonctionne. Ce business illégal rapporterait chaque jour en moyenne 20 000 € de chiffre d'affaires. Il n'y en a pas de concurrence. Pour vous dire, ça vient de Toulouse, de Narbonne, Montpellier. Même à Montpellier, on n'a pas de la variété et moins cher que nous. Il y a des gens, carrément, ils viennent en costard, belle voiture, t'as vu des travailleurs. On a des jeunes, on a des filles, on a de tout. Un peu de tout. Tout ce qu'ils fument, quoi. Moi, on leur donne des cadeaux, ils sont... Tout à coup, la police nationale fait son apparition. Dans cette voiture banalisée, la BAC, la brigade anticriminalité, qui patrouille dans le secteur. Pourtant, les jeunes ne s'enfuient pas. Ils ne s'écartent que de quelques mètres et observent la scène. Ça nous pose un peu problème, mais voilà, sans plus. Et bien, ils font leur travail comme nous. C'est ça. La municipale, elle l'aurait détruit. Eux, non. C'était gentil. On les connaît ça fait longtemps. Ils nous connaissent depuis qu'on était petits. Ils nous voient depuis tout petits faire ça. Ils nous ont ramené beaucoup de fois en garde à vue. On est des ennemis, mais voilà. Sans plus. On n'est pas des ennemis numéro 1. De son côté, Ali vient d'être appelé par des riverains excédés non loin de là. Car derrière le folklore de ce business illicite se cache une triste réalité. Ce retraité vit un cauchemar au quotidien. Ils ont arraché le toit. J'ai ici pour allumer la lumière. Là, ils l'ont enlevé. Il y a des trous ici. Ils ont fait des trous ici. Pourquoi cacher la drogue ici? Et les parents, ils disent rien aux enfants. À 1h du matin, ils sont encore là. Et si j'ouvre ma gueule, ben les pierres. Je commence à jeter des pierres. Je dors pas bien, je suis malade. Je suis malade. Certains jeunes ont même tenté de pénétrer chez lui. Ils ont fait les poubelles. Ils ont monté au balcon. Quand je lui ai dit dégagez, j'appelle la police, laissez-moi tranquille. Ils ont commencé à donner des coups de pied au rideau. Dans les rideaux, ils bougent. Ali n'est pas au bout de ses surprises. L'homme lui apprend qu'il est contraint de vivre les volets fermés pour se protéger des projectiles lancés par les trafiquants. Je viens le matin jusqu'à des fois minuit, midi. Et moi, je dors pas. Blanc, bla, bla, bla. Je peux pas dormir. Ça, c'est eux qui jettent sur moi. Non, mais monsieur, on va s'en occuper. On s'en occupe. Là, en l'occurrence, c'est un vieux monsieur, il leur a rien fait. Il leur a juste dit de baisser la musique, de faire un peu moins de bruit. Et ça, enfin, sa demande n'était pas folle. Hein. Par rapport à tout ce qui se passe, sa demande n'était pas folle. Mais voilà le résultat. Donc là, ils ont tout gagné. Ils vont nous avoir sur le dos pendant très longtemps. Malgré la vingtaine de rondes réalisées quotidiennement par la police municipale, les délinquants sont toujours les rois dans la cité. Pour le brigadier chef, c'en est trop. On voit plein de choses, mais quand on s'en prend à une personne qui leur a strictement rien fait à part demander un peu de respect, ça me rend de moi. Il décide de faire une visite surprise au coffee shop El Vives. Il connaît bien le quartier. Ici, c'est organisation ici. Et surtout ses codes. À son arrivée, les dealers s'enfuient très rapidement. La police municipale, c'est la hantise du quartier. Elle est déterminée à faire stopper ce trafic et les dealers le savent. On a fait une petite reco, donc il y a un barrage de pneus et donc on va préparer une opération pour venir ici. En effet, quelques semaines plus tard, les interventions ont porté leurs fruits. Les opérations de police nationales et municipales ont fait que ce point-là n'existe quasiment plus. Il y a eu des interpellations, énormément d'interpellations, de découvertes de stupéfiants, d'armes à feu. Les trafiquants de cannabis arrêtés encourent jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Le point de vente, lui, a été définitivement muré. El Vives a retrouvé quand même son calme. Du calme pour le quartier d'El Vives, mais les policiers municipaux n'en ont pas fini avec ce trafic qui gangrène plusieurs quartiers de la ville. Il est 11 h, retour au quartier Saint-Jacques, à Perpignan,
avec la brigade VTT qui patrouille dans le centre-ville. Un véritable dédale de ruelles. Miam, 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 miam. Ça sent bon, on revient, ce sera prêt à quelle heure? Quelle heure on vient? Un quart d'heure. Okay. Ça marche. Tout à l'heure, alors. Bon, ça marche. Allez, bon appétit. Bonne attarde. David et Luc connaissent le quartier comme leur poche. Ils ne s'arrêtent pas ici par hasard. Cet immeuble désaffecté, c'est l'épicentre du trafic de stupéfiants à Perpignan. Donc là, c'est l'entrée du bâtiment. C'est ici le point de deal. Donc c'est là-dessus, on voit, il y a encore des traces de résine de cannabis. En fait, c'est là ici qu'ils coupent les morceaux, ils pèsent, ils conditionnent en sachet et après ils revendent aux clients. Et donc ouais, la particularité, c'est qu'ici, il y a des axes routiers. Donc en fait, ça fait un système grave, les gens viennent en voiture, ils s'arrêtent, ils servent, ils payent et puis ils repartent. Aujourd'hui, pas de traces des dealers. Ils mettent un chouf ici qui signale nos arrivées, un guetteur, toute cette zone-là. Ils mettent un autre guetteur derrière le bâtiment pour pas qu'on arrive par ici. Après, il y a un guetteur qui est sur la place, qui zone tous les côtés, qui empêche, qui signale notre arrivée. Du coup, tout est quadrillé. Donc à chaque fois qu'on arrive, du coup, les guetteurs, ils retournent par en courant. En effet, comme à chaque fois, l'arrivée de la police municipale a été annoncée. Les dealers ont quitté les lieux précipitamment en laissant tomber quelques indices. Vous avez, pendant leur fuite, quand ils en est arrivé, qu'on s'est fait annoncer, ils ont dû faire tomber la balance de précision. Ici, oui, c'est comme vous pouvez le voir sur l'extérieur. C'est un passage. Regardez. Vous avez une balance de précision, là, encore, une deuxième. En fait, la balance, celle-ci-là, elle est dissimulée ici. Des outils indispensables pour peser la drogue. À l'extérieur, David sécurise les lieux et tombe sur un client. Ouais. Qu'est-ce que vous attendez? Ça va pas rouvrir? Ouais. Allez faire un tour, allez. Le trafic est tellement implanté à cet endroit que ce client n'hésite même pas à défier le policier. Ouais. Là, vous m'avouez que vous allez acheter de la drogue. Vous êtes sérieux? Hein? C'est une colonie, c'est tout ça. Ouais, mais bon. Au même moment, à l'entrée de l'immeuble, Luc fait une découverte. Et là, alors regarde. Voilà. Ça, c'est herbe de cannabis. Voilà, tout en conditionné. Voilà, il y en a 10. Au moins, on n'est pas venu pour rien. Même si c'est une goutte d'eau, mais une goutte plus une goutte plus une goutte, ça, eux, ça leur fait du chiffre d'affaires en moins. Même si on sait que ça, c'est une perte infime, mais ça veut toujours ça en moins dans les rues. Les policiers municipaux ont déjà saisi plusieurs dizaines de kilos de drogue. Quelques semaines après notre tournage, la municipalité a décidé de raser cet immeuble, en espérant chasser définitivement les dealers. À la caserne de Carcassonne, une alerte vient d'être déclenchée. Un choc frontal entre deux voitures est signalé sur une départementale à quelques kilomètres de la ville. Une ambulance et un véhicule de secours routier sont immédiatement dépêchés sur place. Dans l'ambulance, Stéphane et Caroline seront parmi les premiers sur place. On connaît le lieu, en fait c'est une portion de route qui est très accidentogène. Et ces derniers mois on a fait plusieurs accidents graves. Donc on sait que potentiellement il va y avoir des victimes qui vont être atteintes gravement. Du fait de la vitesse, parce que c'est une portion de route où ça roule relativement vite. Voilà. Après on n'a pas d'autres notions. À leur arrivée, ils découvrent deux véhicules complètement défoncés par le choc. Il faut faire vite, le conducteur de la voiture blanche aurait perdu sans raison le contrôle de son véhicule et percuté frontalement cette autre voiture. À l'intérieur, une jeune femme de 36 ans. On a deux impliqués, un à chaque voiture. Donc avec la personne la moins... l'urgence relative, elle a un trauma au pied avec des formations. Son état est jugé peu préoccupant, mais celui du conducteur de l'autre voiture est beaucoup plus grave. L'homme, âgé d'une cinquantaine d'années, se plaint de fortes douleurs, aux jambes, au dos et au visage. Plus problématique, il est coincé dans l'habitacle, impossible pour le médecin de l'examiner. Il faut absolument une ouverture. Ouais, c'est ça, lui il faut qu'il rentre, il ne peut pas rentrer, donc il faut vraiment une ouverture de porte.
Les pompiers doivent trouver un moyen d'accéder à la victime au plus vite. Est-ce que tu peux nous mettre la vitre de l'autre côté? Après un choc d'une telle violence, la colonne vertébrale de cet homme est peut-être atteinte. Pour Caroline, l'urgence est de maintenir la tête du conducteur toujours conscient et de le rassurer. Donc monsieur, je vous explique ce qui va se passer. Donc vous n'êtes pas incarcéré dans votre véhicule, mais vous êtes coincé parce qu'on ne peut pas ouvrir les portes sur le côté. Donc là, les bruits que vous entendez, on va ouvrir la porte avec une cisaille. Pour ouvrir la porte, les pompiers vont devoir utiliser une pince hydraulique, un écarteur particulièrement puissant. Avec ce type d'engin, l'opération ne prend que quelques secondes. Il faut maintenant préparer l'évacuation du conducteur. L'enjeu de cette étape est d'éviter à tout prix des mouvements qui aggraveraient les blessures du conducteur. Tu veux que je te prépare quoi comme matos? On propose ACT et après on fait rotation et plein de Allez. L'ACT, c'est l'attelle cervico-thoracique dans le langage des pompiers. Elle est utilisée dans les cas les plus graves, ceux où l'on suspecte une atteinte au cervical ou à la colonne vertébrale. Des lésions qui peuvent entraîner des paralysies plus ou moins complètes. Mais il faut faire vite, car l'homme présente de nouveaux signes inquiétants. Monsieur, ouvrez les yeux s'il vous plaît. La victime est épuisée et commence à s'endormir, le signe d'un potentiel traumatisme crânien. Les pompiers essayent de le stimuler au maximum avant sa sortie du véhicule. Garder le conducteur éveillé est essentiel pour surveiller son état. Ne vous endormez pas, monsieur. Hein? Écoutez-nous, on est bientôt sortis de la voiture. Vous allez nous aider, monsieur. Vous allez croiser les mains sur le ventre, s'il vous plaît. Allez-y. Mettez vos mains comme ça sur le ventre. Très bien. Ce sont Stéphane et Caroline qui coordonnent cette manœuvre délicate. Pas moins de 7 pompiers y participent. Attention la jambe. Ouais, c'est bon. Allez, parfait. Parfait, super les gars. Allez, et on fait suivre. Allons. Ça va monsieur? C'est bon, vous êtes dehors. Vous êtes sortis de la voiture. Attention pour lever. Bon, c'est bon. Il faut maintenant l'emmener au plus vite à l'hôpital. Donc ça a tapé très fort, comme vous avez pu le voir dans les images. Et on a eu de la chance. On a une personne qui est stabilisée. Et là, on a aussi une autre personne. Moindre blessé moindre. Par contre, pareil, elle a quelques dermabrasions, quelques contusions. Donc, comme il y a un médecin sur les lieux, on va en profiter et on va partir en convoi, les 2 ambulances au niveau du CH. S'il y a un problème sur les 2 victimes, il pourra s'arrêter. En raison de la gravité de l'accident, la gendarmerie va même ouvrir la route jusqu'à l'hôpital. Par chance, l'homme ressortira indemne de l'hôpital quelques jours plus tard. Mais lors des examens, un fort taux d'alcoolémie sera décelé chez lui. En cas de poursuite, il risque jusqu'à 75 000 € d'amende, une suspension de 10 ans du permis de conduire ou encore une confiscation de son véhicule. Ces comportements à risque liés à l'excès d'alcool sont devenus la bête noire des pompiers. Et notamment, les soirs de week-end où à Carcassonne comme à Paris, les pompiers font face à un surcroît d'activité. Nous sommes vendredi soir dans le quartier de la Bastille, un des quartiers les plus populaires de la capitale. Le quartier attire chaque soir des milliers de jeunes autour de la fête. Mais l'excès est responsable de nombreux accidents qui occupent chaque nuit les pompiers de la caserne Chaligny. Ce soir, c'est une nouvelle nuit agitée qui les attend. Ok, tu pars pour un homme de 30 ans qui a été à la face suite à risque. Il est 4 h du matin. Mathieu n'est pas un pompier comme les autres. Il est volontaire. Une garde par mois. Cette nuit, il sait à quoi s'attendre. Généralement, ça entraîne des rixes, des personnes en état d'ébriété, ce genre de choses. Golfe 2, le véhicule de secours actif 227 de Chény se présente. Bonsoir, messieurs. Un mec peut taper, on t'arrête, on va te... Qu'est-ce qui s'est passé? Un mec qui se fait agresser, personne ne vient. Sur place, un homme de 54 ans. Il semble gravement blessé. Non, ça a dégouliné. J'ai pas perdu connaissance. Un mec il est venu, je me suis un peu défendu. Et puis voilà. Après, monsieur est venu me secourir. Il a pris un coup. Tous sont partis.
Alors qu'il sortait d'un bar, 5 individus l'ont roué de coups et assommé avec une bouteille de bière. S'il s'en est sorti, c'est grâce à cet habitué des lieux, mais l'homme est sérieusement éméché. Les pompiers n'en tireront rien. Vous n'avez pas monsieur entre les jambes, qu'est-ce qui s'est passé quand même? Je sais pas pourquoi j'ai eu son partout. Je sais que j'ai reçu un coup de là, et c'est ça qui a trouvé. Après, les gens, je sais pas. L'homme a perdu beaucoup de sang. Mathieu craint que la victime ne s'effondre. Ça peut provoquer des pertes de la conscience, un peu des troubles de l'inconscience, des vertiges, des difficultés à rester debout, à parler correctement. Pour éviter l'hémorragie, Mathieu doit immédiatement trouver la blessure. Est-ce que je peux baisser votre jambe pour regarder? Le baisser? Ok. Hein? Vous avez pris un coup de couteau au niveau des fesses, à mon avis. Ils vous ont attaqué avec une bouteille, vous m'avez dit? De bouteille, j'ai pas tout vu. L'entaille est profonde, mais aucune artère ne semble touchée. Mettez-vous sur le côté, ouais, mettez-vous sur le côté. Pour l'instant, il a les idées claires, il reste lucide. Donc ça, c'est rassurant. Maintenant, on s'occupe de lui, on lui évite des efforts inutiles pour pas que ça s'aggrave, quoi. Vous bougez pas, monsieur. La priorité, c'est de panser les plaies superficielles et emmener l'homme au plus vite à l'hôpital pour se faire recoudre. Mets-lui un pansement et un filet tubulaire. Dans le brancard, l'homme se remémore les circonstances de l'accident. J'ai dragué une petite qui était un peu... assez souriante envers moi. Après, bon, j'ai vu qu'elle n'était pas seule. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis un peu décalé. Et c'est en sortant, vous allez voir les bouts de sang, que j'ai pris le coup de bouteille. Par derrière, je n'ai rien vu. L'homme, qui réalise ce qu'il vient de se passer, ne comprend pas cet excès de violence. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un d'agressif, désagréable? Non, je suis un bon vivant, j'aime la vie, mais je suis pas bagarreur. Bougez pas, c'est bon, bougez pas. La victime est transportée d'urgence à l'hôpital le plus proche. Allez, on va à Saint-Antoine. Il sera recousu dans la nuit. Pour les pompiers, il faut maintenant nettoyer le brancard imbibé de sang. S'ils prennent des précautions, c'est pour éviter la transmission d'éventuelles maladies. On ne sait pas comment la personne a eu sa vie chez elle, son milieu à elle, on ne sait pas exactement comment ça fonctionne. On est obligé de tout nettoyer. C'est ça. On met vraiment les mains dans le cambouis quand on est chez les pompiers. Ah ouais, c'est clair qu'on met les mains dans le cambouis, quoi. En même temps, c'est normal qu'on n'est pas venu là pour vendre du muguet. En moyenne, les pompiers de Paris interviennent plus de 3 fois par jour dans le quartier de la Bastille. Alors là, on part sur une femme qui serait au sol, qui serait faible, qui serait en difficulté au niveau de la place de la Bastille. Donc c'est souvent un endroit où il y a des fêtes. On sait pas trop ce que ça va donner, on va aller voir ce que c'est. Mais les soirées de la place de la Bastille font aussi des victimes d'un autre genre. Allez, on va prendre tout le matériel. Secours à victime, on va voir ce que c'est. L'équipe se dépêche. Pierre est prêt à toute éventualité. Sur le quai, Pierre retrouve 2 jeunes filles désorientées. Qu'est-ce qui se passe exactement? J'ai pris des... En gros, j'ai sous traitement d'antibiotiques. Ouais. Elles se sont installées dans ce coin tranquille pour consommer du cannabis et l'expérience a mal tourné. J'ai tiré juste 2 barres sur un joint d'hachis. Vous faites un petit bad, ce qu'on appelle? Vous sentez fatigué? J'ai déjà eu un peu comme ça. Vous avez des difficultés à respirer? Je sais pas où je suis. Vous savez pas où vous êtes là? Non. Vous n'êtes pas comme ça d'habitude? Du tout? Bon, c'est peut-être une mauvaise réaction, d'accord, entre le médicament et le stupéfiant. Madame, écoutez-moi. Regardez-moi. Regardez-moi. Je suis là. Je suis en face. Écoutez-moi. Écoutez ma voix. On va s'occuper de vous, d'accord? Mais vous inquiétez pas. Vas-y, hop. Il faut vous calmer. On est là pour vous. Alors, on a affaire avec une fille qui a consommé des stupéfiants. Et du coup, elle est partie dans un délire psychotique, donc difficile à gérer. Elle est un petit peu paniquée. On l'a mis dans le camion pour la rassurer. Et du coup, on va essayer de la calmer, la transporter à l'hôpital pour essayer de contrer les effets du stupéfiant pour qu'elle voie un médecin. Dans l'ambulance, la jeune fille reprend peu à peu ses moyens. Mais l'intervention va prendre un cours inattendu. Non, parce qu'après, je vais te faire les sur la bouche, il faut pas. Moi, tout ça. En fait, je suis le meilleur médicament, en fait.
Vous avez un peu de succès quand même. Il y a des fois ça marche plutôt bien. Mais le meilleur médicament c'est le rire. Parce qu'en plus tu me trompes. Et quand on arrive à faire rire les gens, et ben mine de rien, 50% des interventions se passent beaucoup mieux. Vous savez, la dernière fois, les pompiers. Ils sont là, ils ont besoin de nous. Et finalement, on est là plus pour de la discussion. Parfois, on discute, on rigole, on crée un lien. Et c'est ça qui est important dans le boulot, finalement, c'est de créer ce lien. Ce côté vraiment humain qu'on doit avoir avec les Parisiens. Pour Pierre, il est l'heure de siffler la fin de la récréation. Allez, on y va, on attache la jeune fille, et on est parti. Rassurer les victimes est important, mais Pierre reste sur ses gardes. Oui, il faut de la sympathie, il faut essayer d'amener une bonne ambiance, une bonne humeur au niveau de la victime et de l'intervention, mais il faut se méfier. Il faut rester professionnel, il faut garder une certaine distance. On appelle ça peut-être une distance de sécurité. L'état psychologique de la jeune fille sera surveillé durant la nuit. Mais pour son petit chagrin d'amour, les médecins ne pourront rien. Mais le lendemain, à l'autre bout de l'Île-de-France, Gilles, médecin urgentiste, est appelé sur un cas a priori grave. Bien pour lui, il transpire, il vomit. C'est des éléments plutôt avec une douleur thoracique. Ça nous évoque plutôt un problème cardiaque. Le patient, un jeune homme de 21 ans. Gilles est inquiet. À cet âge, les accidents vasculaires sont rares. S'il te plaît, tu bouges pas. Ce jeune homme a passé la nuit dehors et en rentrant ce matin, il s'est plaint de violentes douleurs dans la poitrine. Non, pour l'instant, c'est pas ce que tu as. Donc je te donne pas d'eau, ça c'est clair. Voilà. Qui ont? Non, c'est pas possible. Hein. Non. Pour faire un électrocardiogramme, le patient doit être calme. Problème, le jeune homme est agité. Bouge pas, s'il te plaît. On va pas y arriver là. Hein. Faut que tu coopères un petit peu. Allez, mets-toi sur le dos. Allez, là. Calme-toi. 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 Il est mal. Je sais, calme-toi. Il va falloir rester calme, d'autant faire l'examen, parce que pas d'examen, mais ça sera toujours comme ça, on pourra rien faire. Tu veux que ça aille mieux ou pas? Et c'est Estelle là. Tout à l'heure t'étais calme là. Non, s'il te plaît. Non, c'est bien, c'est bien. Tu fais un petit effort pour qu'on fasse un électrocardiogramme Voilà, allez. de qualité. Donne-moi la main, c'est génial. Ça va durer 20 secondes. Tu mets ça en dessous, voilà. Allez, on frappe pendant 20. Les douleurs semblent très vives, mais subitement, le jeune homme redevient calme. Pour Gilles, ce comportement bizarre est très intriguant. Bon, on lui fait un électrocardiogramme pour voir s'il y a une pathologie cardiaque évidente. Le médecin-chef a sa petite idée, mais il veut lever tous les doutes. Il n'a pas d'infarctus du myocarde. Hein. Il a une petite anomalie, mais qui est mineure, qui compte pas. Il n'a rien de grave. Ton électrocardiogramme est bon. Ta tension est à 13,6. On va t'examiner. T'as toujours mal au ventre un petit peu? Faut que je me tourne. Là, si j'ai rien, faut que je me tourne. Ouais, vas-y, tourne-toi. Là, on peut maintenant. Les douleurs s'évanouissent comme par magie, mais l'urgentiste cherche à comprendre. Il est jeune, douleur thoracique, on peut évoquer un pneumothorax, donc c'est pour ça que l'examen clinique va nous aider. Bon, là, en l'occurrence, on n'a pas d'argument pour penser qu'il fait un pneumothorax. Il ne décèle aucune anomalie. Ok, le cœur bien. Tu peux me montrer, tu as toujours mal? C'est où? Montre-moi avec ta main, s'il te plaît. Parce que là... Alors, c'est au ventre ou c'est au ventre? Un peu partout. Ok. Trop souple. T'as mal, là? Un peu aussi. Bon, un électro normal. On a l'air d'être plus face à de l'angoisse plutôt qu'à une pathologie cardiaque. On n'a aucun argument actuel pour penser à une pathologie cardiaque. Le jeune homme souffrirait simplement de quelques excès commis la veille. Le médecin-chef peut rassurer la famille. On n'a rien trouvé de nature à penser qu'il a un problème cardiaque. Maintenant, de penser qu'il est angoissé, qu'il a un problème psychologique, c'est là on a des arguments. Mais on affirmera ça une fois qu'on aura fait tout le bilan. Un comportement qui inquiète ses proches. Voilà. C'est pour ça, moi, quand je le vois comme ça, je sais pas si c'est gros, c'est faux, je vais appeler les pompiers direct.
Ouais. Vous n'arrivez pas à vous y retrouver vous-même, de savoir ce que... Non, voilà, ouais, si le vrai du faux en fait. Avec lui, le vrai du faux, on n'arrive jamais à savoir. C'est pour ça, moi, je vais pas me prendre la tête. Pour avoir la vérité sur quelque chose, il faut... J'ai fait comme ça, parce que ma mère, elle a déjà fait ça. C'est toujours difficile de faire la part des choses chez un patient stressé, parce que tout est majoré, tout est accentué, donc il faut toujours, il faut rester calme et il faut essayer de se faire une opinion objective de la situation et pas se laisser embarquer dans le stress du patient avec le patient. C'est pour ça que je dis toujours, ce métier est un métier de gestion de l'émotionnel. L'affaire semble moins grave que prévu. Gilles laisse retomber la pression. Est-ce que tu as l'identité, s'il te plaît, Gilles? Oui, je l'ai, mais je sais pas si je vais te la donner. Si tu m'envoies des Ferrero, une boîte. Ok. Très bien. Alors, ok, c'est noté. Donc, ok, Marie, une boîte de Ferrero. Je note parce que. C'est bien, je me sens rassuré. D'habitude, je suis plus inquiet, mais là, le docteur, il dit que ça va. Ah, moi, je suis pas un docteur, moi. Comment ça, docteur? Ah non, moi, j'étais de passage, j'ai vu de la lumière, je suis rentré. Voilà, en fait, d'après le monsieur, le jeune homme, là, il a vu que les portes étaient ouvertes, il pensait que c'était une... Vous préférez me voir moins sympa qu'un vrai... Imaginez que je sois un vrai docteur avec costume-cravate et que je suis inquiet. Ah ouais, non. Ça me fait peur. Là, vous êtes détendu, là. Là, vous êtes blanc. Vous me faites confiance à moi. Ouais. Je présente bien. Ouais. Bon, bah, c'est bien. Merci. Ce jeune homme doit être évacué vers l'hôpital pour des examens complémentaires. Gilles le rejoint dans l'ambulance pour lui donner quelques explications sur son état. Ok, ça va un peu mieux la douleur? Ça passe un peu? On va aller voir, mais je pense que c'est ce que tu as bu hier, ce que tu as fumé qui font que... Mais bon, j'ai rien trouvé de grave, aussi bien au niveau de tes constantes, de l'examen clinique, de ton électrocardiogramme. Tu t'inquiètes pas trop, ok? Le stress que tu as là, ça te fait pas du bien. Il faudra que tu apprennes à gérer tout ça et à rester plus calme. Je vomis. Hein? Au revoir, ça. Pardon. Au revoir, vite. Ah ouais, vas-y, oui. Je veux vomir. Le médecin a vu juste. Sans avoir rien de grave, ce jeune homme a l'estomac dans tous ses états. Ouais, mais il a dû prendre des tas de trucs hier. Des vomissements à répétition qui ne manquent pas d'inquiéter sa mère. Venez, madame, venez. Mais sa présence ne va pas améliorer la situation. Ça y est, ça va aller. Ça va mieux après les vomissements? Ça soulage un peu? Non, mais... Alors, manger, ça peut pas aller. Ça va jamais aller si je mange pas. Bah, si vous ne mangez pas et vous buvez, ça donne ce résultat-là. Et que vous fumez. Hier, tu as ramené une baguette, tu es parti, je t'ai plus revu. Tu es revenu. Le comportement de son fils finit même par l'excéder. Moi, je te dis tout de suite, à partir d'aujourd'hui, c'est clair, net et précis, plus de sortie. D'accord? Tu m'as bien entendu? Tu m'as bien entendu? Vas-y, vas-y. Son état s'aggrave parce que sa maman lui a dit un truc qui lui plaît pas. Donc le facteur stress est bien présent. Bon, il va aller à l'hôpital. Là-bas, ils lui font une crampon de Prampéran, enfin quelque chose pour calmer les vomissements, les nausées. Voilà, il n'y a rien de nouveau. Hein. D'accord? Allez, bonne route. Le jeune homme passera la journée en observation à l'hôpital. Son bilan sanguin révélera qu'il a bel et bien passé une nuit très agitée. Les médecins ne décèleront rien d'inquiétant. Il sera autorisé à rentrer chez lui. Depuis 10 ans, le SMUR d'Arpajon a vu ses interventions augmenter de 50%. Ces cas de détresse psychologique mélangés à l'usage de stupéfiants occupent de plus en plus les secours. À la caserne des marins-pompiers de Louvain, à Marseille, Benjamin, 34 ans, reçoit sa première mission du jour. Là, on part sur une personne inconsciente. On n'a pas plus d'informations, donc on va rouler parce que ça peut être quelqu'un qui est en arrêt cardio-respiratoire, quelqu'un qui a fait un malaise. Donc on fera un premier bilan sur place assez rapidement pour savoir si on a besoin de renforts médicaux ou pas. Une personne inconsciente, le cas est peut-être grave. Arrêt cardiaque, malaise prolongé, l'équipe va devoir s'adapter. Bonjour. C'est ici les gars. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe, monsieur, alors? En arrivant sur les lieux, Benjamin découvre un appartement en piteux état. Vous m'entendez? C'est bon, elle n'est pas conscient. Sa victime est allongée sur le lit. Regardez-moi, monsieur. Ouvrez les yeux. C'est parfait. Ça va? Ouais. Et entouré de ses proches. Il a bu?
Non, il est pas bien, ça fait des jours. D'accord. Il a pris des médicaments ou pas? Je sais pas s'il prend des médicaments. Donc pour résumer, vous êtes arrivé, vous l'avez trouvé comme ça, vous savez pas ce qui s'est passé? Justement, Pendant que Benjamin essaye d'obtenir des informations, ses équipiers essayent de stimuler la victime. Monsieur, c'est les pompiers, ça va? On prend une tension aux 2 bras, les gars. Un homme d'une 50aine d'années. En fait, il n'est pas conscient, mais complètement prostré. Le Lexomil, c'est lui qui en prend? Lui, il prend ça ou pas? Oui, il prend des médicaments comme ça aussi, c'est vrai. D'accord. Ses constantes sont bonnes et l'homme réagit à la douleur, mais il refuse de parler. Pour Benjamin, l'état de l'appartement et ce silence méritent malgré tout d'être pris au sérieux. Avec mon expérience, c'est que c'est plus lié à une crise de nerfs, une crise d'angoisse, parce que quand on voit la vitre qui est ici, qui a été cassée il y a 2 jours par cette même personne, il a un traitement qui est pour la dépression, qui justement aide à calmer tout ce qui est crise de nerfs et compagnie. On a un monsieur qui se met à pleurer à notre arrivée, donc qui n'est pas inconscient. Le plus urgent, c'est qu'il soit examiné par un médecin. Allez, on évite qu'il s'endorme. Dépression, crise d'angoisse ou burn-out, cet homme traverse une phase difficile et son cas nécessite une hospitalisation. Avec l'accord du SAMU, Benjamin organise son évacuation vers l'hôpital. Oui, je vois ça. C'est toujours impressionnant, mais vous inquiétez pas. Dans tous les cas, là, il est entre de bonnes mains. Mes collègues vont s'occuper de lui. Il y a la climatisation dans l'ambulance. Voilà. OK? On va à l'hôpital de la Timone. Je reviens vous voir si ça change, mais c'est... Lors de sa prise en charge, le médecin confirmera les symptômes d'une dépression sévère. Donc, on a une part de social, mais on a aussi une part de problèmes psychiatriques derrière, je pense. Je suis pas médecin, je peux pas m'avancer là-dessus. Donc ça, ce sera arrivé aux urgences, ils vont approfondir leurs examens par la suite pour dire si c'est plus du psychiatrique. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a quand même une histoire de mal-être derrière tout ça. Ces cas sont pris très au sérieux. Chaque année, en France, plus de 9000 personnes décèdent des suites d'un suicide. Et la France fait partie des pays européens les plus touchés par ce phénomène.